Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. On débute avec une visite ministérielle vendredi sur le littoral vendéen. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, s'est rendue sur la plage de la Pège à Saint-Hilaire-de-Riez, puis au Sables-d'Olonne. Déplacement réalisé quelques jours avant la présentation du plan national d'adaptation au changement climatique. La ministre a pu échanger avec les élus locaux pour faire le point sur leurs besoins et les démarches en cours, mais aussi les projets de lutte contre l'érosion du littoral financés par l'État. Aujourd'hui, le dispositif il est volontaire. Il est assorti d'une boîte à outils. Il y a 8 communes qui se sont déclarées et qui se sont inscrites sur le décret liste. Et nous avancerons avec ces communes, évidemment, en priorité. Moi, je ne force la main à personne. J'ai un sens bien compris du dialogue avec les collectivités locales. Et comme nous déployons des outils, ils seront orientés vers les communes qui sont le plus en amont et prêtes à agir. Et je pense que par mouvement, chacun suivra, étant rassuré sur la manière dont ça se passe. C'est surtout le début d'un combat qui va être long et difficile contre le dérèglement climatique. Et aujourd'hui, j'ai un plan national d'adaptation au changement climatique qui sera présenté lundi, dont je redis une chose, c'est qu'il a été validé à la quasi-unanimité par le Conseil national de la transition écologique, c'est-à-dire tous les représentants des entreprises, tous les représentants à l'exception d'une voix des organisations syndicales, tous les représentants des associations environnementales, tous les représentants des associations d'élus, tous les représentants des associations des jeunes et de consommateurs. Une quarantaine de policiers se sont rassemblés mercredi midi devant le commissariat de La Roche-sur-Yon, à l'appel du syndicat Alliance, et comme dans plusieurs autres départements français, ils ont souhaité exprimer leur mécontentement au sujet de la réquisition d'un procès pour meurtre contre le policier mis en cause dans la mort du jeune Naël, tué par balle à Nanterre en juin 2023 après un refus d'obtempérer. Le syndicat majoritaire des policiers dénonce un danger pour la profession. Pas moins de 8 jeunes mineurs comparaissaient mardi devant le tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. Ils faisaient partie d'un groupe de 10 qui a mené une expédition punitive en novembre dernier dans différentes habitations à La Ferrière, Faleron et Dompierre-sur-Yon, provoquant plusieurs jours d'incapacité de travail pour les victimes. Le jugement a été rendu le soir même et dans nos éditions de mercredi, Florian Wozniak est revenu sur cette affaire et sur la décision du tribunal. C'est une audience comme il y en a peu en Vendée qui a eu lieu hier après-midi. 8 jeunes, donc tous mineurs comme vous le rappelez, comparaissaient à huis clos devant le tribunal pour enfants de La Roche-sur-Yon. Ils étaient poursuivis pour des faits de violence commis en fin d'année dernière dans plusieurs communes du département. Une expédition punitive où les jeunes sont arrivés armés et cagoulés au domicile de plusieurs familles. L'objectif, régler ce qui serait une dispute qui aurait éclaté sur les réseaux sociaux et où plusieurs insultes auraient été proférées. 3 premières familles qui ont été touchées par ces violences, elles ont été d'abord sidérées, elles ont été complètement anéanties par le spectacle. Elles ont vu le niveau de violence verbale, le niveau de violence physique, psychologique qui a été atteint dans une sphère qui est celle de l'intime, puisque c'est celle de son propre domicile. Et puis après, elles se sont effectivement organisées pour faire en sorte que justice soit rendue. Et donc après un rappel des faits par la présidente du tribunal, les auteurs ont été entendus un à un pour évoquer leur personnalité. Puis après plus de 3 heures d'audience, les premières plaidoiries des parties civiles ont débuté. Elles ont ensuite été suivies par les réquisitions du ministère public avant que la défense ne prenne la parole. Et c'est donc au terme d'une audience de plus de 6 heures que le tribunal pour enfants s'est prononcé sur cette affaire. Peu après 20 heures hier soir, il a jugé les 8 jeunes prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Plusieurs mesures judiciaires de surveillance ont également été prononcées, tout comme des interdictions de contact, que ce soit entre les condamnés ou avec les victimes. Un renvoi sur intérêt civil a enfin été prononcé afin de juger les préjudices matériels et moraux. Enfin, pour rappel Aurélien, un second volet de cette affaire s'ouvrira le 17 mars prochain. Cette fois-ci devant le tribunal correctionnel. Ce sont les 2 derniers auteurs, eux majeurs, qui seront entendus.
Le dernier skipper classé sur le Vendée Globe est arrivé mardi. Fabrice Amédéo, dernier Français en course, a bouclé son deuxième tour du monde après 114 jours, 1 heure et 58 minutes en mer. Il termine à la 32e place. Il a notamment été accueilli par un autre concurrent, Manuel Cousin, arrivé quelques jours plus tôt en 31e position, mais aussi par sa famille qu'il avait quitté sur le ponton de Port-Olona le 10 novembre. Un ponton qu'il a donc retrouvé presque 4 mois plus tard à l'issue d'un tour du monde en solitaire long et éprouvant. C'est pas le Vendée Globe pour lequel j'étais parti, mais en fait c'est la magie de l'océan et la magie du Vendée Globe, c'est qu'il te met là où tu mérites d'être. Le bateau n'était pas prêt, j'étais pas prêt, je m'en suis rendu compte sur la descente de l'Atlantique, et donc assez rapidement j'ai appuyé sur le frein, et donc j'ai fait un Indien très prudent, trop prudent, et puis après ça a continué, jusqu'à perdre des jours, et voilà. Et au final, mon objectif il est rempli. Mon objectif c'était 2 ans après le naufrage, prendre le départ du Vendée Globe et le terminer. Je l'ai terminé 2 ans après le naufrage, donc c'est une énorme victoire pour moi. Et j'ai réalisé mes mesures scientifiques aussi tout au long du parcours. J'ai fait le tour du monde sans énergie fossile. Donc en fait, j'ai réalisé tous mes défis, tous mes objectifs sont cochés. Il y a juste le temps de course qui est un peu long. Mais au final, ça a été une super expérience personnelle d'avoir l'éternité qui s'installe dans ma tête. Parce que c'est ça en fait. 114 jours, c'est très très long. Et ouais, c'était dingue. Il y a eu un truc un peu mystique aussi, dans le Pacifique. Et j'ai vécu quelque chose de très fort. Après, j'étais parti pour un certain Vendée Globe et j'en ai fait un autre. Et il est tout aussi exaltant que le premier, différent. Et voilà. Et comme je vous le disais, Fabrice Amédéo est le dernier skipper classé. La ligne d'arrivée du Vendée Globe a été officiellement fermée vendredi matin à 8h. La direction de course avait fixé comme délai maximum le temps de course du dernier classé de l'édition précédente, soit avant l'arrivée du Belge Denis Van Winberg, le skipper de l'IMOCA D'Ieteren Group, de retour au sable ce samedi. Et malgré cette arrivée hors classement, un accueil en fanfare lui a été réservé, comme nous l'explique Mathis Pires, que l'on retrouve sur place. Hélas, ça ne va pas le faire. C'est ce qu'annonce Denis Van Winberg dans sa dernière vidéo. Le skipper belge n'arrivera pas à temps au Sable d'Olonne pour être classé. Alors, dans son malheur, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il sera accueilli en grande pompe par la Fédération française de la loose, la FFL de son acronyme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la FFL, c'est un média sportif humoristique qui célèbre les losers, les perdants, ceux à qui on ne prête pas forcément d'attention parce qu'ils sont derniers. Alors forcément, Denis est l'occasion parfaite pour faire la fête. Ce qui serait très FFL, c'est qu'il arrive avec la pluie, puisque ça fait quand même une semaine qu'il fait un temps incroyable au Sable d'Olonne. Et là, apparemment, juste pour son arrivée, il prévoit un mauvais temps. Donc ce serait quand même très drôle. Mais voilà, écoute, y a de quoi faire en attendant. Hein. En tout cas, on est prêt, comme tu peux le voir. On a sorti les déguisements. Faut pas avoir peur. Hein. De toute façon, Vendée Globe, Tour de France, tous ces événements-là. Le style, on le laisse à la maison. C'est d'ailleurs pour ça que je garde les lunettes, hein, ça me préserve un certain anonymat parce que quand tu rentres au boulot, après, c'est pas toujours facile d'assumer. Alors là, on est en plein préparatif pour l'arrivée de Denis. Voilà, lui, il se prépare en hissant les voiles et nous, on hisse des drapeaux belges. Donc chacun son travail. Et donc là, comme tu peux le voir, on est quand même sur un dispositif qui devrait être vu. En tout cas, c'est le but, c'est de lui faire plaisir en arrivant. Et ça c'est les petites torches qu'on avait pour Amédéo, pour vous dire, je ne sais pas si vous avez vu les images, on en avait 10 pour Amédéo, là j'en ai 50 là, sur le lit. Donc on va avoir besoin de volontaires et de bénévoles pour venir les craquer avec nous. La Fédération de la loose sera positionnée ici à la Chaume pour accueillir le skipper belge. Le créateur du média appelle d'ailleurs les nombreux spectateurs à venir le rejoindre. La direction de course annonce une arrivée de Denis Van Winberg ce samedi après-midi. Et depuis ce samedi matin, la pêche à la truite est ouverte dans les rivières et les cours d'eau gérés par la Fédération de pêche. Cette dernière procède d'ailleurs en amont à des lâchers de poissons d'élevage, une pratique également opérée par des associations dans des plans d'eau afin de garantir aux pêcheurs d'avoir quelque chose au bout de l'hameçon, ce qui n'est pas du goût de certaines associations qui militent pour son interdiction. Reportage Florian Wozniak. Ces gestes, les membres de l'association du Goujon de Pigalle les répètent chaque année à la fin du mois de février. Combien de truites en poids? Ça fait l'équivalent de entre 50 et 60 tonnes. Ah, quand même. Ce matin, Vincent, pisciculteur, est venu des Deux-Sèvres pour permettre l'empoisonnement du plan d'eau à la veille de l'ouverture de la pêche à la truite. Là, j'ai lâché environ 180 kg, donc ça fait 150 kg de petites truites de 250-300 grammes
et 30 kg de poissons de 1 kg, 1,5 kg. Un réapprovisionnement de l'étang indispensable pour l'association si elle veut pouvoir attirer les pêcheurs. S'il n'y avait pas d'empoisonnement, on ne vendrait pas de cartes. C'est des cartes qui financent le poisson. Parce que comme on n'a aucune aide, on est obligé de trouver de l'argent quelque part. Mais cette pratique de l'empoisonnement pour permettre le bon fonctionnement de la pêche de loisirs est contestée par des associations comme PASS, le projet Animosopolis. Globalement, on propose une réforme de la pêche de loisirs au regard de la souffrance animale. Vu qu'on est à quelques jours de l'ouverture de la pêche à la truite, on écrit vraiment aux élus locaux, notamment aux maires, pour les sensibiliser et pour leur dire pour leur expliquer aussi ce que l'empoisonnement, parce que souvent ils ne savent pas forcément, et pour leur dire ce que ça représente en termes de souffrance pour les animaux, et les encourager à ne pas autoriser cette pratique. Et si la truite est une espèce introduite artificiellement dans nos cours d'eau vendéens, la Fédération de la pêche a, elle, pour objectif d'améliorer le repeuplement naturel des espèces déjà présentes afin de limiter le phénomène de l'empoisonnement. Notre rôle aussi de fédération, association de pêche, c'est de pouvoir rendre plus fonctionnels ces milieux pour favoriser également la reproduction naturelle des poissons. Si on a des milieux qui sont en bonne santé, naturellement, ils vont produire plus de poissons. Et donc, en effet, en ayant ces actions, on va dire, empoisonnement et travail sur les milieux, on arrive à retrouver des populations de poissons plus intéressantes. Et si vous avez prévu de participer à l'ouverture de la truite ce samedi 8 mars, n'oubliez pas d'acheter votre carte de pêche ou vous vous exposez à une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. L'exposition Artistes pour l'espoir est de retour pour une 13e édition. Depuis ce vendredi et jusqu'au 16 mars, les œuvres de 21 artistes, peintres et sculpteurs sont présentées au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Des œuvres mises en vente dont les fonds récoltés sont ensuite reversés à l'association Solidarité Don d'Espoir. Cette dernière, basée à Chantonnay, soutient les malades, les personnes en situation de handicap, les populations défavorisées, mais aussi la recherche médicale. Reportage Louise Biagé. Les petites mains des bénévoles de l'association Artistes pour l'espoir s'activent. Tout doit être prêt pour le vernissage de ce vendredi soir. Nous passons les uns après les autres les artistes avec l'accrochage de leur peinture pour les peintres et l'identification de chacun des tableaux avec une étiquette significative. Nous avions une équipe en soutien lundi qui est venue nous aider à porter les panneaux. 15 peintres et 6 sculpteurs participent à l'exposition cette année. Un casting renouvelé à chaque édition. Alors Stéphane est venu pour s'approprier les lieux et pour présenter son univers artistique. Je travaille essentiellement donc la tôle, comme je disais, et le fil. Le fil étant un peu mon crayon que je viens apporter en 3D. Tout ça pour donner aussi du mouvement. Je cherche aussi à créer ce vide et ce plein pour que le visiteur puisse un peu remplir ces vides avec son imagination. Et de susciter un peu la magie, la poésie. Voilà. Une partie de la vente des œuvres est reversée à l'association Solidarité Don d'Espoir de Chantonnay. Et autre nouveauté, un changement d'environnement. Nous avons un nouveau lieu, un nouvel écrin qui, ma foi, est tout à fait remarquable puisqu'il s'agit du parc de Beaupuy, à côté du château. On a 2 lieux d'exposition, l'étable et le logis qui est tout neuf, il vient d'être rénové. Et bien, grâce à ces nouveaux lieux, nous allons pouvoir présenter l'expo d'une manière différente et j'espère qu'on sera en tout cas à la mesure des attentes de notre public. L'exposition se tiendra également au logis de Beaupuy l'année prochaine. Tous les ans, en amont du Printemps du Livre de Montaigu, qui se tiendra cette année du 28 au 30 mars, le prix Ouest est décerné à un roman dont l'action se déroule dans le Grand Ouest. Jeudi après-midi, après 2h30 de délibération, le jury a désigné le lauréat 2025. Il s'agit de Jean-Luc Marty pour son roman intitulé « Un garçon d'après-guerre ». Il retrace l'histoire d'un photojournaliste découvrant en l'an 2000 des photos de son père dans la Résistance. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient lundi à partir de 7h en compagnie de Simon Philippot dans la matinale. Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.